Mes parents se sont précipités et m'ont giflé le jour de mon mariage. Annule le mariage toi-même, ou nous le ferons. Tu choisis. La musique s'est arrêtée. Les invités me dévisageaient. Ils ont dit que mon fiancé était une erreur et que je ruinais l'honneur de la famille. Ma mère a pleuré et a exigé que je quitte l'hôtel. J'ai calmement sorti mon téléphone. Peut-être devriez-vous voir ça d'abord. 5 secondes plus tard, leurs visages sont devenus pâles. Le moment qui brise votre vie n'arrive pas toujours avec un avertissement. Parfois, il remonte l'allée. Je m'appelle Jacqueline. J'ai 29 ans et en tant que directrice des opérations, j'ai passé toute ma vingtaine à transformer le concessionnaire de yachts de luxe de ma famille à Miami en un empire de plusieurs millions de dollars, pour ensuite être trahi sans pitié. Le quatuor à cordes jouait magnifiquement lorsque la musique s'est brusquement arrêtée. Mes parents et mon jeune frère ont pris d'assaut les sièges VIP et se sont précipités directement vers l'hôtel. Parce qu'ils étaient de la famille, les gardes de sécurité ont hésité juste assez longtemps pour que le cauchemar se déroule. Mon père n'a pas hésité. Il a levé la main et m'a donné une gifle cinglante sur le visage. Toute la salle a suffoqué d'horreur. Ma mère s'est mise à sangloter bruyamment, pointant un doigt tremblant vers mon fiancé. Ils ont dit que mon fiancé était une erreur et que je détruisais l'honneur de la famille. Ma mère a pleuré et a exigé que je quitte l'hôtel immédiatement. Mon père s'est approché, sa voix un sifflement venimeux. Annule ce mariage et signe les papiers ou nous le détruirons pour toi. Tu choisis. Mon fiancé a tenté de s'avancer pour me protéger, mais j'ai levé la main pour l'arrêter. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas reculé. La douleur sur ma joue n'a fait que confirmer que ma préparation était absolument nécessaire. J'ai calmement tendu la main et sorti mon téléphone. Vous devriez peut-être regarder ça d'abord, ai-je dit doucement. J'ai brandi l'écran. D'abord, une vidéo de mon frère complètement ivre, riant maniaquement alors qu'il écrasait un yacht de 3 millions de dollars directement sur un récif de corail protégé. Ensuite, un courriel officiel de notre assureur avec un texte en rouge vif, demande refusée en raison d'une opération en état d'ébriété. Enfin, un avis officiel d'une enquête fédérale de la division des crimes financiers du FBI. 5 secondes plus tard, la couleur a complètement quitté leur visage. Ils étaient pâles, tremblants et totalement sans voix. Avez-vous déjà réalisé que les personnes qui exigent votre loyauté absolue sont celles qui essaient activement de vous détruire? Laissez un commentaire ci-dessous si vous avez déjà dû vous protéger de la manipulation toxique de votre propre famille. Vous ne croirez pas comment j'ai orchestré leur chute absolue. Et croyez-moi, les agents fédéraux qui attendaient sur le parking n'étaient que le début. Comprendre pourquoi tout a dégénéré jusqu'à ce moment désastreux sur la plage nécessite de remonter au sommet absolu de notre entreprise, avant que la pourriture ne s'installe. La marina de Miami était mon sanctuaire. Je vivais pratiquement parmi les coques imposantes en fibre de verre et l'odeur d'eau salée mêlée de diesel de première qualité. En tant que directrice des opérations, je gérais tous les cauchemars logistiques, du dédouanement des navires italiens importés à l'apaisement des caprices de milliardaires exigeants. Je générais les revenus records qui maintenaient notre style de vie luxueux à flot. Pourtant, sur le papier, mon père Vincent détenait 100% de la propriété. Il passait ses après-midi à jouer au golf dans des country clubs exclusifs, parfaitement content de me laisser saigner pour son empire, pendant qu'il récoltait les profits et les louanges. Le délicat équilibre opérationnel s'est brisé au moment où mon jeune frère 3 a reçu le titre de vice-président des finances. Il ne possédait aucun diplôme en finance, aucune expérience maritime et absolument aucune éthique de travail. Sa seule qualification était son sexe et son statut d'enfant chéri. Presque immédiatement, l'inventaire impeccable du concessionnaire est devenu son terrain de jeu personnel. Au lieu de gérer les registres ou d'analyser le marché, 3 a commencé à réquisitionner les yachts de luxe de plusieurs millions de dollars de nos clients pour des fêtes non autorisées sur l'eau. Pire encore, j'ai commencé à remarquer des divergences massives dans nos registres de carburant de la marina. Il siphonnait du diesel maritime de première qualité et le vendait illégalement à des bateaux de location indépendants pour financer son style de vie extravagant, laissant nos propres navires de haute performance fonctionner avec des réserves contaminées ou insuffisantes. Il n'a pas fallu longtemps pour que les retombées atteignent mon bureau. Des clients d'élite ont commencé à appeler le bureau, furieux, se plaignant de pannes de moteur soudaines en pleine mer, de rayures mystérieuses sur la coque et de cabines empestant l'alcool rassis. Notre réputation, le fondement même que j'avais minutieusement construit au fil des ans, prenait l'eau rapidement.
J'avais besoin d'une preuve scientifique indéniable de ce qui arrivait à notre inventaire avant de confronter Vincent, qui fermait toujours les yeux sur le comportement imprudent de son fils. J'ai contourné nos mécaniciens internes et engagé un expert indépendant. C'est à ce moment-là que Bradley est entré dans le concessionnaire. Il était un expert maritime très respecté et un ancien enquêteur maritime pour la garde côtière des États-Unis. Contrairement au béni oui-oui que mon père gardait sur sa liste de paix, Bradley possédait un esprit d'analyse affûté comme un rasoir et une politique de tolérance zéro stricte pour l'incompétence maritime. Il a passé 3 jours exténuants sur les quais à démonter les blocs moteurs des navires endommagés, à analyser des échantillons de carburant et à examiner les données GPS et de suivi par satellite à bord. Il a recoupé les heures de moteur avec les registres officiels. Son rapport technique final était un chef-d'œuvre de preuves médico-légales indéniables. Il détaillait méticuleusement comment les pannes de moteur étaient directement causées par le carburant de qualité inférieure que 3 avait substitué, et il cartographiait les coordonnées exactes des virées nocturnes non autorisées. J'ai placé le rapport complet de Bradley directement sur le bureau en acajou de Vincent, m'attendant pleinement à une réprimande sévère pour 3. Au lieu de cela, j'ai assisté à une classe de maître en illusion familiale. Ma mère, Evelyne, qui était passée à la suite exécutive pour son allocation hebdomadaire, a arraché le dossier et l'a jeté à travers la pièce. Elle n'a même pas pris la peine de lire les données techniques. Au lieu de cela, elle a dirigé son venin entièrement contre Bradley, qui se tenait tranquillement près de la porte. Elle lui a lancé des insultes, le qualifiant de mécanicien de bas étage et de travailleur aigri essayant de piéger son héritier parfait. Vincent l'a soutenu, se moquant de l'expérience de Bradley dans la garde côtière comme n'étant rien de plus qu'un travail de police glorifié, insistant sur le fait qu'un simple contractuel n'avait pas le droit de remettre en question l'intégrité du vice-président des finances. Ils ont exigé que je licencie l'expert immédiatement et que j'utilise les fonds opérationnels pour réparer discrètement les yachts endommagés. Debout dans ce bureau opulent, regardant mes parents attaquer vicieusement un professionnel hautement décoré pour avoir simplement dit la vérité objective, le bandeau est finalement tombé de mes yeux. J'ai vu la toxicité profondément enracinée de ma propre lignée avec une clarté absolue. Ils étaient prêts à mettre le concessionnaire en faillite, à commettre une fraude fédérale et à détruire ma réputation juste pour protéger l'ego fragile de 3. Bradley n'a pas bronché sous leur assaut verbal incessant. Il m'a simplement regardé, offrant un signe de tête silencieux et constant de solidarité. Dans une famille entièrement construite sur des mensonges, la manipulation et la gloire volée, son intégrité inébranlable est devenue le seul terrain solide sur lequel il me restait à me tenir. La limite absolue de la tolérance a été brisée une nuit de mars où la brise marine de Miami portait le sel lourd d'un désastre imminent. Notre concessionnaire abritait un navire immaculé construit sur mesure, d'une valeur de 3 millions de dollars, amarré en toute sécurité et en attente de livraison finale à un PDG international de la technologie. Sans enregistrer un seul protocole de départ, 3 a décidé que c'était le lieu parfait pour une rave océanique impromptue et non réglementée. Il a réquisitionné le navire bien après que les dockers soient rentrés chez eux. Il ne possédait absolument aucune qualification maritime, aucun brevet de capitaine, aucune certification de sécurité et aucune autorité légale pour transporter une douzaine de passagers civils en état d'ébriété en pleine mer. Pour aggraver cette négligence catastrophique, il a pris la barre alors qu'il était fortement sous l'influence de l'alcool. Naviguer dans les chenaux peu profonds et dangereux au sud de la ville exige une précision absolue, ce qu'un amateur ivre et non certifié n'a absolument pas. Juste après minuit, l'énorme coque en fibre de verre est entrée violemment en collision avec un récif de corail écologiquement sensible et hautement protégé, strictement dans les limites du parc national de Biscayne, causant une destruction environnementale irréversible. L'appel téléphonique frénétique m'a réveillé à 3 heures du matin. Mais avant même que je puisse envoyer une équipe de sauvetage d'urgence, le propriétaire de l'entreprise avait déjà pris le contrôle total du récit. Vincent n'a pas contacté les autorités. Il n'a pas averti la commission de conservation de la faune et de la pêche de Floride ni signalé l'échouement aux patrouilles maritimes, ce qui est légalement obligatoire en vertu des lois maritimes étatiques et fédérales. Au lieu de cela, il a utilisé un réseau d'opérateurs de sauvetage louches et officieux spécialisés dans le remorquage discret et hors des registres. Ils ont réussi à dégager le yacht gravement endommagé du sanctuaire protégé et à le ramener à un quai privé et isolé, loin de nos quais commerciaux principaux, avant même que le soleil ne se lève. Au moment où je suis arrivé à la marina, une immense bâche recouvrait la poupe estropiée, cachant l'énorme entaille à la vue du public, et mon père orchestrait déjà une dissimulation profondément illégale. Il a ordonné agressivement au personnel de quai restant de nettoyer les ponts des bouteilles d'alcool vides et des débris de fête. Debout dans son bureau sombre,
il a exposé une stratégie froidement calculée pour éviter la responsabilité de plusieurs millions de dollars. Il avait l'intention de fabriquer un journal de maintenance complet citant explicitement une défaillance mécanique soudaine et catastrophique de la direction comme seule cause de l'échouement. Son objectif était clair, déposer une réclamation frauduleuse massive auprès de notre assureur d'entreprise pour couvrir à la fois la perte totale du navire du client et les amendes environnementales imminentes du service des parcs nationaux s'il découvrait les dommages au récif. Il m'a regardé droit dans les yeux et m'a ordonné, en tant que directrice des opérations, de modifier numériquement les dossiers de maintenance et de signer de mon nom en tant que responsable autorisant, validant ainsi le faux défaut mécanique. Il a exigé que je falsifie des documents qui protégeraient efficacement son fils imprudent d'une peine de prison obligatoire pour conduite sous influence et mise en danger d'autrui, transférant l'entière responsabilité légale sur mon département opérationnel. Une vague de panique suffocante m'a envahi. Je me suis retiré dans mon bureau, verrouillant la porte, mes mains tremblant alors que je fixais les formulaires numériques vierges sur mon moniteur. Reniflement, le poids de la situation était écrasant. Si je refusais, le concessionnaire ferait face à une faillite immédiate et toute ma famille serait confrontée à la ruine financière. Mais si j'obtempérais, je franchirais un point de non-retour. J'ai immédiatement convoqué la seule personne en qui j'avais confiance. Bradley est arrivé en 20 minutes, inspectant discrètement le navire dissimulé et effectuant des analyses de diagnostic avant d'entrer dans mon bureau. Son évaluation était brutale et totalement dépourvue de sentimentalité. Il a méticuleusement expliqué que les systèmes de navigation des yachts modernes possèdent des boîtes noires qui enregistrent en continu chaque mouvement de l'accélérateur, chaque angle de gouvernail et chaque coordonnée GPS. L'ancien enquêteur maritime a exposé les statuts exacts auxquels nous étions confrontés. Falsifier les journaux de maintenance numérique et les transmettre à la compagnie d'assurance constituait une fraude électronique criminelle. Mentir sur la cause d'un naufrage dans un sanctuaire marin national violait les lois fédérales strictes sur la protection de l'environnement. Il ne vous demande pas seulement de couvrir une virée, a-t-il déclaré, sa voix un ancrage bas et stable dans mon chaos grandissant. Ils exigent que vous deveniez le principal complice d'une fraude à l'assurance fédérale. Lorsque les enquêteurs extrairont la télémétrie satellite, et ils le feront, le mensonge de la défaillance mécanique s'effondrera instantanément. La personne dont la signature figure sur ces journaux modifiés ira en prison fédérale. Pas lui. La vérité horrible s'est installée dans mes os, glaçant mon sang. La loyauté féroce que j'avais toujours nourrie pour m'aligner a mené une guerre violente contre ma propre préservation, fracturant à jamais l'illusion de la famille. L'odeur familière de fumée de cigares importée dans le bureau de mon père n'avait jamais semblé aussi suffocante et nauséabonde. La climatisation fonctionnait à plein régime, pourtant la pièce ressemblait à une cabine pressurisée quelques instants avant une rupture catastrophique. L'assureur de l'entreprise a rejeté notre rapport d'incident initial. Au lieu de cela, ils ont signalé la réclamation de plusieurs millions de dollars pour de graves irrégularités et ont envoyé un expert en sinistre indépendant pour examiner la coque naufragée. Les murs se refermaient rapidement sur le concessionnaire, et le désespoir dans la suite exécutive était palpable. Lorsque j'ai été convoqué au dernier étage, il n'y a eu aucune salutation habituelle, aucune offre de café, et absolument aucune prétention de chaleur familiale. Vincent et Evelyne étaient déjà assis derrière le bureau massif en acajou, leurs expressions arrangées en masques identiques de détermination sinistre. Vincent n'a pas parlé lorsque je me suis assise. Il a simplement fait glisser un document épais et juridiquement contraignant sur la surface en bois poli. Je l'ai pris, mes yeux parcourant les paragraphes denses de jargon juridique. C'était une déclaration sous serment de responsabilité. Le texte était méticuleusement rédigé pour déclarer explicitement que moi, agissant en ma qualité de directrice des opérations, avait délibérément contourné les protocoles de maintenance obligatoires du moteur. De plus, il contenait un journal d'autorisation fabriqué prétendant que j'avais personnellement approuvé le départ nocturne du navire, pleinement consciente de ses prétendus défauts mécaniques. Ce n'était pas seulement un formulaire disciplinaire interne de l'entreprise. C'était une déclaration légale sous serment conçue pour être remise directement aux enquêteurs fédéraux. En la signant, j'avouerais légalement une négligence criminelle grave et un parjure, m'offrant ainsi aux procureurs fédéraux pour absoudre complètement 3 de ces actions imprudentes. Avant même que je puisse articuler mon horreur, ma mère a commencé sa performance. Evelyne s'est penchée en avant, les larmes montant à ses yeux parfaitement maquillés, tendant la main pour saisir la mienne avec un désespoir froidement calculé. Elle a déchaîné un torrent de manipulation émotionnelle, utilisant comme arme chaque dollar qu'ils avaient jamais dépensé pour mon éducation. Elle m'a rappelé mon éducation coûteuse,
les vêtements sur mon dos et le style de vie privilégié dont j'avais joui, transformant ces obligations parentales en une dette insurmontable. Nous t'avons élevé et tu dois cela à cette famille, sanglota T.L., sa voix tremblant d'un chagrin fabriqué. 3 est l'héritier. Il porte le nom de la famille. Il ne peut pas survivre à un casier judiciaire fédéral. Mais tu es assez forte pour supporter ça. Tu dois prendre ce fardeau pour protéger ton frère. Elle me demandait littéralement d'entrer dans une cellule de prison pour que son enfant chéri puisse continuer sa vie sans conséquence. J'ai lentement retiré ma main de sa prise, l'audace pure de sa demande glaçant le sang dans mes veines. Regardant directement les 2 personnes qui m'ont mis au monde, j'ai prononcé un seul refus inébranlable. L'air dans la pièce s'est instantanément enflammé. Vincent a frappé des poings sur le bureau, son visage se tordant en un masque de rage pure et sans mélange. La façade du patriarche s'est effondrée, révélant le tyran impitoyable en dessous. Il s'est penché sur l'acajou, hurlant que j'étais une traîtresse ingrate et déloyale à mon propre sang. Il a menacé de mettre fin immédiatement à mon emploi, de me retirer mes actions minoritaires dans le concessionnaire et de me mettre sur une liste noire permanente de toute l'industrie maritime de Floride. Mais il ne s'est pas arrêté à la ruine professionnelle. Sa voix est tombée à un grognement menaçant alors qu'il promettait d'engager des gens pour détruire systématiquement mon mariage à venir avec Bradley, jurant d'humilier mon fiancé et de transformer le jour le plus important de ma vie en un spectacle public de disgrâce. L'assaut de menaces a résonné sur les murs lambrissés, mais au lieu d'induire la panique, ces paroles ont forgé une clarté profonde et glaciale dans mon esprit. Chaque once de dévotion familiale, chaque lambeau de devoir filial que j'avais porté pendant près de 3 décennies s'est évaporé en un instant. J'ai regardé l'homme qui menaçait de ruiner mon mariage et la femme qui voulait sacrifier ma liberté pour un fils sans valeur. Je n'ai pas argumenté et je n'ai pas versé une seule larme. Je me suis simplement levé, laissant la déclaration sous serment non signée reposer sur le sous-main en cuir. Alors que je tournais le dos et sortais de la suite exécutive, la lourde porte en chêne se refermant derrière moi, mon cœur était entièrement froid. J'ai finalement compris que je n'avais jamais été une fille bien aimée. J'étais simplement un pion sacrifiable attendant d'être sacrifié. Les empires ne sont pas renversés en criant. Ils sont démantelés dans un silence absolu. En sortant de ce bureau au panneau d'acajou, je n'ai pas fait de crise de colère, ni immédiatement vidé mon bureau. Au lieu de cela, j'ai conduit directement à un immeuble de verre anodin dans le centre-ville de Miami pour rencontrer Carmen, une avocate financière légale impitoyable que Bradley avait fortement recommandée. Carmen était spécialisée dans les détournements de fonds complexes d'entreprises et les statuts fédéraux des lanceurs d'alerte, possédant une réputation féroce pour démanteler les dirigeants corrompus avec une précision chirurgicale. Assise dans sa salle de conférence stérile, j'ai exposé toute l'anatomie de l'entreprise frauduleuse de mon père. J'ai officiellement retenu ses services, traçant une ligne juridique dure entre ma responsabilité personnelle et le destin imminent du concessionnaire. À partir de cet après-midi-là, j'ai embrassé le rôle d'actrice le plus difficile de ma vie. Pendant les 6 mois suivants, j'ai joué le rôle de la fille vaincue et obéissante. J'ai continué à finaliser les arrangements floraux et les menus de traiteur pour la prochaine cérémonie en bord de mer, permettant à Evelyne de micro-gérer la liste des invités comme si notre relation était parfaitement normale. À la marina, j'ai gardé la tête basse, offrant des réponses vagues et non engageantes chaque fois que le sujet de la déclaration sous serment était abordé, m'achetant un temps précieux. Sous cette façade docile, je dépouillais systématiquement l'entreprise de ses secrets les plus sombres. En tant que directrice des opérations, je possédais une autorisation administrative de haut niveau pour nos serveurs principaux. Longtemps après que le personnel des ventes et les mécaniciens soient rentrés chez eux, je me suis assise dans la lueur froide de mes moniteurs, contournant le logiciel de comptabilité superficielle pour localiser les registres secondaires cachés. Chaque fois qu'un gardien de nuit passait devant la porte de mon bureau pendant ses extractions de données tardives, mon cœur battait violemment contre mes côtes, mais je forçais mes mains à rester stables sur le clavier. Mon père avait présomptueusement supposé que je ne regarderais jamais au-delà du budget opérationnel autorisé. J'ai découvert un vaste système de comptabilité parallèle détaillant des années de transactions en espèces non déclarées, de vente de carburant illicite et une énorme caisse noire spécifiquement conçue pour masquer l'hémorragie financière de 3 à l'IRS. J'ai méticuleusement téléchargé des gigaoctets de données brutes sur des disques externes cryptés, associant les chiffres frauduleux aux rapports de maintenance de moteurs originaux non altérés qui prouvaient définitivement que le navire naufragé était en parfait état de fonctionnement avant l'accident. Pendant que je sécurisais discrètement la piste financière papier, Bradley chassait la preuve visuelle indéniable.
L'équipe de sauvetage clandestine de mon père avait physiquement brisé les caméras de sécurité à bord et effacé les disques durs locaux du yacht, confiant d'avoir détruit toutes les preuves de la virée alcoolisée. Cependant, il manquait d'une compréhension fondamentale de la technologie maritime moderne et des liaisons satellites. Mettant à profit ses anciennes qualifications d'enquêteur de la garde côtière, Bradley savait que les navires de luxe haut de gamme transmettent continuellement des données de télémétrie et de surveillance cryptées à un serveur cloud hors site du fabricant pour les diagnostics de garantie. Grâce à une série de demandes techniques spécialisées et de relations dans l'industrie, il a réussi à accéder aux archives numériques cachées. Il a réussi à récupérer un fichier vidéo haute définition d'une clarté cristalline. Il montrait en évidence trois, visiblement intoxiqués, bredouillant et tenant une bouteille de liqueur de qualité supérieure, riant imprudemment tout en tenant la barre quelques instants avant l'impact catastrophique avec le récif de corail protégé. Avec la comptabilité légale et les preuves vidéo sécurisées, nous sommes retournés au cabinet d'avocats du centre-ville pour armer le piège final. Carmen n'a pas simplement envoyé une plainte polie. Elle a orchestré une frappe juridique dévastatrice multi-agences. Elle a méticuleusement compilé les disques cryptés, la vidéo du cloud et mes journaux opérationnels détaillés dans un énorme dossier fédéral indexé. Les documents étaient reliés, scellés et juridiquement à toute épreuve. Premièrement, elle a déposé une plainte officielle de lanceur d'alerte auprès de la division des enquêtes criminelles de l'Internal Revenue Service, exposant les millions de dollars de caisses noires non imposées. Simultanément, elle a soumis les documents d'assurance fabriqués et les vrais rapports de maintenance directement à la division des crimes financiers du FBI, décrivant un cas clair de fraude électronique criminelle et de complot criminel. Parce que Carmen agissait en tant que mon mandataire légal, l'ensemble du processus de soumission est resté strictement confidentiel, me protégeant de toute représaille interne de l'entreprise. Les rouages massifs du système de justice fédéral des États-Unis ont commencé à tourner discrètement en arrière-plan. Reniflement, des agents spéciaux ont commencé à obtenir des assignations secrètes pour les comptes bancaires du concessionnaire, interrogeant discrètement les experts en sinistres fraudés et construisant un acte d'accusation hermétique. Pendant ce temps, de retour à la marina, Vincent continuait de fumer ses cigares importés, complètement inconscient du fait que la fille même qu'il jugeait sacrifiable venait de livrer tout son empire criminel au gouvernement fédéral. Il pensait être entièrement en contrôle, ne réalisant jamais que le filet invisible s'était déjà refermé fermement autour de sa gorge. 48 heures avant le mariage, l'atmosphère à Miami était aussi tendue qu'une corde de violon sur le point de casser. L'humidité tropicale lourde semblait anormalement oppressante, reflétant parfaitement la pression suffocante et invisible qui montait rapidement à l'intérieur des bureaux exécutifs du concessionnaire. L'expert en sinistres indépendant dépêché par l'assureur de l'entreprise avait officiellement rejeté le récit superficiel de la défaillance mécanique. Les auditeurs exigeaient maintenant un accès direct et sans restriction aux données de télémétrie cryptées du navire naufragé et demandaient explicitement pourquoi la directrice des opérations n'avait pas encore signé le rapport d'incident obligatoire. Vincent, un homme habitué à acheter sa sortie des conséquences, pouvait sentir sa dissimulation soigneusement construite se défaire violemment. La menace imminente d'une responsabilité catastrophique de plusieurs millions de dollars le rendait incroyablement dangereux. Incapable de forcer physiquement ma signature sur les documents juridiques fabriqués dans les limites de son siège social, il a changé sa stratégie de l'intimidation en salle de conseil à une campagne implacable de guerre psychologique. Il a réalisé que le seul levier qu'il possédait encore était le week-end à venir, le seul événement monumental de la vie que j'avais passé une année entière à planifier méticuleusement. Le harcèlement ciblé a commencé au moment même où mon cortège nuptial s'est enregistré dans le complexe hôtelier exclusif 5 étoiles en bord de mer à South Beach. Mes parents ont utilisé sans pitié leur richesse considérable en engageant des paparazzis agressifs et des enquêteurs privés locaux véreux pour rôder de manière menaçante près du périmètre de la propriété. Ces agents engagés traquaient les jardins tropicaux manucurés, brandissant agressivement des objectifs d'appareils photo intrusifs sur mes invités à leur arrivée et tentant de soudoyer le personnel du voiturier pour obtenir nos numéros de chambre spécifiques. Mon téléphone portable personnel s'est rapidement transformé en un flux vibrant constant de vitriol toxique. Reniflement, ma mère a laissé des messages vocaux décousus de 10 minutes oscillant sauvagement entre des pleurs hystériques et manipulateurs et des malédictions vicieuses et venimeuses exigeant mon obéissance absolue. Vincent a opté pour un barrage de messages textes directs livrant un ultimatum glaçant et non négociable. Il a juré que si je ne livrais pas la déclaration de responsabilité entièrement signée avant que le quatuor à cordes ne commence à jouer, il s'assurerait personnellement que mon fiancé soit publiquement détruit. Il a menacé de saisir le microphone pendant la réception, de fabriquer des scandales ignobles sur les origines modestes de Bradley et de l'humilier devant la société d'élite de Miami,
jurant de transformer le plus beau jour de ma vie en une disgrâce permanente et inéluctable. Malgré mes tentatives désespérées de maintenir une façade extérieure de calme total, le siège psychologique incessant a eu un coup viscéral dévastateur. J'ai passé les nuits angoissantes précédant le dîner de répétition à arpenter les sols en marbre froid de notre suite nuptiale, me réveillant fréquemment trempé de sueur froide. L'horreur purement contre nature d'être activement traqué et terrorisé par ma propre chair et mon propre sang a déclenché de graves attaques de panique paralysantes. Chaque fois qu'une ombre passait devant notre balcon face à l'océan, je me préparais involontairement à une autre confrontation violente. Pourtant, à travers l'obscurité suffocante de cette trahison familiale, Bradley est resté une forteresse protectrice inébranlable. Il n'a pas laissé les insultes incessantes ou le harcèlement physique l'intimider une seule seconde. Il a activement intercepté les messages vocaux menaçants, confisquant temporairement mes appareils pour que je puisse réellement respirer. Mettant à profit son expérience professionnelle, il a discrètement coordonné avec le directeur de la sécurité privée du complexe pour établir un périmètre de tolérance zéro strict autour de nos zones désignées. S'assurant que la police locale expulserait immédiatement toute personne franchissant la limite de la propriété. Il a tenu mes mains tremblantes au milieu de la nuit, me rappelant doucement que les gens à l'extérieur n'étaient pas de la famille. C'étaient simplement des criminels désespérés, terrifiés de perdre leur empire volé. La corde fragile et effilochée de mon endurance a tenu bon uniquement grâce à un appel téléphonique crypté et hautement sécurisé que j'ai reçu tard le jeudi soir. La voix de Carmen à l'autre bout du fil était nette, entièrement dépourvue d'émotion et incroyablement rassurante. L'énorme machine juridique que nous avions discrètement mise en mouvement des mois auparavant avait enfin atteint sa conclusion dévastatrice et irréversible. Elle a formellement confirmé qu'un juge fédéral avait officiellement examiné notre dossier complet de lanceur d'alerte et signé les mandats de perquisition et d'arrêt scellés. La division des crimes financiers du FBI et les enquêteurs criminels de l'IRS étaient entièrement mobilisés, coordonnant stratégiquement leurs frappes tactiques pour le week-end. Ma dernière tâche exténuante était simplement de tenir la ligne. Je devais endurer le harcèlement terrifiant, refuser l'ultime demande et m'assurer que la cérémonie en bord de mer se déroule exactement comme prévu. Vincent, Evelyne et Troy s'attendaient pleinement à ce que je craque sous l'immense pression psychologique et que je remette la confession signée juste à l'hôtel. J'avais juste besoin de les laisser entrer arrogamment dans le lieu, rassemblant par inadvertance toutes les cibles principales dans un endroit parfaitement scellé et inéluctable. Le goût métallique du sang qui s'accumulait dans ma bouche m'a violemment ramené à la réalité présente, debout au milieu de l'hôtel de mariage. La sensation de picotement sur ma joue n'était rien comparée à la dévastation que j'infligeais aux personnes qui m'avaient donné la vie. Pendant 5 secondes angoissantes, le somptueux lieu en bord de mer était piégé dans un silence suffocant. La brise chaude de l'océan bruissait dans les arrangements floraux, mais personne n'osait respirer. Les yeux de Vincent se sont fixés sur l'écran lumineux de mon téléphone, absorbant la preuve de sa chute imminente. La vidéo de l'accident en état d'ébriété, le refus de l'assurance et l'avis d'enquête fédérale. Le patriarche arrogant et intouchable s'est complètement effondré, la couleur quittant son visage, remplacé par un gris cendré et maladif. Mais son choc s'est rapidement mué en une rage désespérée et féroce. Réalisant que les preuves numériques dans ma main étaient la clé de sa destruction, Vincent s'était lancé en avant. Il a poussé un cri guttural, griffant sauvagement l'air pour arracher l'appareil de ma prise. Il n'a même pas dépassé la première marche. Avant même que Bradley puisse me protéger, le service de sécurité privée d'élite du complexe, déjà en état d'alerte élevé en raison de nos protocoles de périmètre strict, a envahi l'hôtel. 3 gardes solidement bâtis ont plaqué mon père sur la terrasse en bois, lui immobilisant les bras derrière le dos. Il s'est débattu violemment contre les planches du sol, perdant complètement la façade polie de la haute société qu'il avait mis des décennies à construire. Evelyne a immédiatement éclaté en une crise d'hystérie chaotique. Elle est tombée à genoux, criant et pointant sauvagement ses doigts manucurés vers le personnel de sécurité. Elle a menacé de poursuivre l'hôtel, hurlant qu'ils agressaient un éminent propriétaire d'entreprise. 3, debout, figé à quelques mètres de là, ressemblait plus à un enfant terrifié qu'à un vice-président d'entreprise, entièrement paralysé par l'éruption soudaine de violence physique. Puis une nouvelle voix a fendu le chaos, calme, autoritaire et amplifié par un porte-voix portable. Agents fédéraux, éloignez-vous des suspects. La mer d'invités horrifiés et chuchotants s'est instantanément séparée, créant un large chemin dégagé sur l'allée de sable blanc. Marchant résolument vers l'hôtel se trouvait une équipe d'intervention hautement coordonnée. 2 agents principaux de la division des crimes financiers du FBI, vêtus de costumes sombres malgré la chaleur tropicale,
étaient flanqués d'officiers de la garde côtière en uniforme. Le poids même de leur présence a instantanément neutralisé les cris d'Evelyn. Les mondains d'élite de Miami et les clients fortunés qui avaient soutenu mes parents pendant des années se sont maintenant reculés dans une terreur absolue, essayant désespérément de se distancier du spectacle. L'agent principal du FBI est monté sur la plateforme en bois, sortant un document juridique plié de sa poche de poitrine. Il n'a pas crié. Il n'en avait pas besoin. Sa voix portait l'autorité écrasante absolue du système judiciaire des États-Unis. Il, reniflement, a regardé directement mon père, qui était toujours maîtrisé par la sécurité de l'hôtel. Vincent, vous êtes en état d'arrestation. Nous exécutons un mandat fédéral scellé pour votre détention immédiate. Les paroles de l'agent étaient vives, précises et totalement dépourvues de sympathie. Il a récité les chefs d'accusation officiels, chacun frappant comme un coup physique. Vous êtes accusé de multiples chefs de fraude électronique criminelle, de complot en vue de commettre une fraude à l'assurance fédérale et d'obstruction grave à la justice concernant une enquête maritime fédérale. Au son des accusations, Troy est finalement sorti de sa paralysie. Il a poussé un gémissement pathétique et a instinctivement fait un pas en arrière vers l'océan, une tentative futile de fuir. Un officier de la garde côtière s'est déplacé avec la vitesse de l'éclair, attrapant Troy par l'épaule et le projetant brutalement contre l'arche florale la plus proche. Le clic métallique des menottes en acier a résonné vivement par-dessus le bruit des vagues déferlantes. Troy a commencé à sangloter de manière incontrôlable, suppliant notre mère de l'aider, mais Evelyn était entièrement neutralisée. Elle s'est affaissée contre les marches de l'hôtel, regardant fixement alors que les agents fédéraux relevaient mon père et le menottaient. Je suis resté parfaitement immobile, regardant les autorités escorter les hommes qui m'avaient tourmenté le long de l'allée. Ils les ont fait passer devant les centaines d'invités silencieux vers le convoi de VUS noirs du gouvernement qui attendait sur le parking. L'empire toxique était enfin tombé. Alors que les lumières rouges et bleues clignotantes s'estompaient au loin, Bradley a doucement enroulé ses bras autour de mes épaules tremblantes, m'ancrant. Il m'a regardé dans les yeux, son regard constant offrant une promesse tacite de sécurité. J'ai pris une profonde inspiration saccadée, goûtant l'air salin frais de la véritable liberté pour la toute première fois de ma vie. Je me suis tourné vers l'officiant, j'ai hoché la tête fermement et j'ai exigé que la cérémonie se poursuive. Les rouages de la justice américaine tournent rarement rapidement, mais une fois qu'ils commencent à tourner, ils écrasent tout sur leur passage. Pendant la première moitié de l'année suivant cette arrestation dramatique en bord de mer, un microscope fédéral méticuleux a été placé sur chaque transaction que le concessionnaire avait jamais traitée. Les comptables légaux de la division des enquêtes criminelles de l'IRS, armés des registres parallèles cryptés que j'avais fournis, ont systématiquement démêlé les crimes financiers étendus de mon père. Ils ne se sont pas seulement concentrés sur la réclamation d'assurances fabriquées. Les enquêteurs ont complètement exposé le réseau massif de contrebande de carburant illicite et l'évasion fiscale systématique et délibérée qui avait financé le style de vie opulent de ma famille pendant des décennies. L'équipe d'avocats de la défense très chère de Vincent a désespérément essayé de supprimer les preuves, mais la piste papier était absolument et légalement à toute épreuve. Au moment où les procès criminels se sont terminés l'année suivante, la façade arrogante de ma lignée avait été entièrement anéantie à l'intérieur d'un tribunal fédéral. 3. L'enfant chéri perpétuellement protégé, a finalement fait face à une réalité dont ses parents ne pouvaient pas l'extraire en payant. Reniflement, dépouillé de ses costumes de créateur sur mesure et de ses titres d'entreprise immérités, il a pleuré ouvertement lorsque le juge fédéral l'a condamné à une peine de plusieurs années dans un pénitencier fédéral pour fraude électronique criminelle et destruction environnementale grave. En raison d'une négociation de plaidoyer approfondie et de sa santé physique déclinante, mon père a réussi à éviter une cellule de prison sévère, recevant à la place une longue peine avec sursis. Cependant, la véritable punition fut la destruction absolue de son héritage. Le tribunal a révoqué de manière permanente ses licences maritimes commerciales, le bannissant de l'industrie à vie, et lui a infligé des amendes de restitution astronomiques qui ont instantanément vidé ses comptes offshore cachés. Le dernier râle d'agonie de leur empire a retenti 18 mois après le mariage. Incapable de fonctionner et noyé sous les pénalités fédérales, le concessionnaire de yachts de luxe autrefois prestigieux a officiellement déposé le bilan en vertu du chapitre 7. Le gouvernement fédéral a saisi et liquidé tous les actifs restants, des quais commerciaux à la vaste demeure au bord de l'eau. La chute vertigineuse a frappé ma mère le plus durement. Evelyn, qui avait passé toute sa vie d'adulte en tant que mondaine snob de Miami, méprisant la classe ouvrière, a été forcée à une nouvelle réalité brutale. Dépouillée de ses adhésions au country club et de sa garde-robe de créateur,
elle s'est retrouvée à travailler comme caissière au salaire minimum dans un supermarché de banlieue morne, rentrant chaque nuit dans un appartement de location exigu et faiblement éclairé. Loin de la côte glamour qu'elle avait autrefois gouvernée. Pendant qu'ils se noyaient dans les conséquences dévastatrices de leur propre cupidité toxique, Bradley et moi étions occupés à établir un héritage authentique construit sur une intégrité professionnelle absolue. Nous avons déménagé loin au nord, dans la ville côtière historique et pittoresque de Charleston, en Caroline du Sud, laissant derrière nous pour toujours les marécages toxiques et les souvenirs douloureux de Miami. En combinant son expertise technique d'élite et mon sens rigoureux des opérations, nous avons lancé avec succès une société de conseil et d'expertise maritime indépendante très respectée. Nous avons atteint une véritable indépendance financière et une profonde paix émotionnelle en appliquant une politique stricte et sans compromis de contact zéro avec les personnes perfides que nous avons laissées derrière nous. Nous n'avons jamais fourni d'adresse de suivi, et nous n'avons jamais répondu aux appels désespérés et manipulateurs de parents éloignés mendiant de l'aide financière en leur nom. Debout sur la solide terrasse en bois de notre nouvelle maison aux côtés de mon mari, sentant la brise fraîche et pure de l'Atlantique sur mon visage, j'ai regardé le lever du soleil avec un sentiment de paix intérieure profond et inébranlable. Le poids psychologique angoissant que j'avais porté pendant 29 ans avait complètement disparu. J'ai finalement compris la vérité la plus difficile sur l'établissement de limites. Parfois, la personne qui vous blesse le plus n'est pas un ennemi. Ce sont les gens qui croient que vous leur pardonnerez toujours. La valeur et la perspective de l'histoire. Ce récit résonne profondément parce qu'il démantèle complètement le mythe sociétal dangereux selon lequel les liens du sang exigent une loyauté inconditionnelle, même face à de graves abus psychologiques et financiers. La leçon principale ici concerne la nécessité absolue d'établir des limites personnelles sans compromis. Le public commente fréquemment la profonde satisfaction de voir la justice rendue non pas par des disputes bruyantes et dramatiques, mais par une préparation silencieuse et méticuleuse et le marteau impartial de la loi. Les spectateurs partagent souvent leurs propres expériences déchirantes d'avoir été le bouc émissaire désigné dans une dynamique familiale narcissique, trouvant un immense pouvoir dans le refus de la protagoniste d'être sacrifiée. D'un point de vue personnel, l'histoire illustre brillamment que le véritable pouvoir exige de s'éloigner des environnements toxiques. Elle nous enseigne que s'éloigner n'est pas un acte de reddition. C'est la déclaration ultime de respect de soi. Protéger votre paix et votre avenir vaut toujours le prix douloureux de couper les ponts avec ceux qui ne cherchent qu'à vous exploiter.